Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous accueillons une personnalité qui reste toujours dans l'ombre, mais que toute l'industrie de l'aménagement des stations de montagne connaît comme le loup blanc. Armelle, est-ce que tu peux nous présenter notre invité du jour, s'il te plaît ? Oui, Ariane, c'est un grand honneur de l'accueillir dans cet épisode. Comme tu l'as dit, vous ne verrez jamais son visage à la télévision ou son nom dans des magazines. Mais elle a probablement le plus gros carnet d'adresses de toute l'industrie de la montagne. Elle connaît absolument tout le monde, du fin fond des États-Unis au Japon, en passant par l'Autriche, la Scandinavie, le Chili ou encore l'Australie. Si vous avez de près ou de loin travaillé en montagne ou pour une entreprise en lien avec la montagne, alors vous l'avez forcément déjà rencontrée. Elle est la gentillesse, la douceur, la générosité et surtout l'humilité incarnée. Sans elle, et une équipe d'hommes et de femmes remarquables, Montaigne Planet, le plus gros salon au monde dédié à l'aménagement en montagne qui a lieu tous les 2 ans à Grenoble, ne verrait tout simplement pas le jour. Sa compétence, son dynamisme, son engagement dans le travail et sa motivation, quels que soient les challenges qui lui sont soumis, sont inversement proportionnels à sa taille. Et comme elle est toute petite, c'est dire si elle est talentueuse. Toujours de bonne humeur, toujours prête à relever un nouveau défi, elle réalise un travail de fourmi qui doit entièrement être refait tous les 2 ans. Imaginez-vous mettre toute votre énergie pendant 2 ans à poursuivre un but, puis l'objectif se réalise en seulement 3 jours et dès le lendemain, peu importe ce que vous avez fait, il vous faut tout reprendre quasiment depuis le début sans jamais perdre votre enthousiasme. Il en faut de la détermination et une bonne dose d'humour. Cette femme d'exception a beau travailler dans l'ombre, elle est lumineuse. Et c'est aujourd'hui un grand plaisir de l'accueillir dans cet épisode d'Outdoor Minds. Bonjour Laurette Bonzi. Bonjour Armelle, bonjour Ariane. Bonjour Laurette. Merci de m'accueillir. On est très heureuse de t'avoir avec nous. Est-ce que, pour démarrer, tu pourrais nous parler de ton parcours académique avant d'entrer chez Alpexpo, qui gère donc le parc d'exposition de Grenoble ? Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un parcours très simple. J'ai fait un baccalauréat de secrétariat, G1 à l'époque, ça s'appelait, suivi d'un BTS de secrétariat de direction. À moins de 20 ans, j'avais pas dans l'idée de poursuivre de grandes études. Je voulais aller rapidement dans le monde du travail. Mais à cette époque-là, 20 ans, ça permettait pas de trouver des postes, je dirais, ambitieux. Donc finalement, j'ai fait un stage au parc des expositions à Alpexpo. Je suis rentrée comme stagiaire en avril 82. Et à l'issue de ce stage, on m'a proposé un emploi en CDI pour être assistante comptable sur la partie de la foire de Grenoble. Donc poste que j'ai pris. Et puis petit à petit, 2 ans plus tard, la personne avec qui je travaillais est partie en congé maternité. Et je me suis retrouvée propulsée, je dirais, dans la partie commerciale des foires.
donc salon grand public. Alors j'avais une horreur de prendre le téléphone pour appeler les clients, c'était terrible pour moi, c'était une angoisse permanente. Et ben il a fallu me jeter dans le grand bain. Donc ça a été très formateur. Les commerçants sont une cible exposant assez particulière. Et une fois qu'on a, je dirais, balayé toutes les manifestations grand public, on est vraiment aguerri au métier. En 96, on m'a proposé de travailler sur les salons professionnels, chose que je voyais de loin, puisque au sein d'Alpexpo, travailler sur les salons professionnels, c'était vraiment une entreprise dans l'entreprise. Tout était très fermé. Nous, de l'extérieur, on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Et c'était pour moi vraiment inquiétant de savoir qu'est-ce qui allait se passer sur ce nouveau poste. Et finalement, j'ai commencé par travailler sur le SIG Outdoor, sur la partie technique avec les clients, c'est-à-dire que je ne m'occupais pas de placement, d'implantation, d'organisation du salon, c'était vraiment sur la partie logistique et technique dans un premier temps. Ça m'a permis de connaître les salons B2B, d'appréhender qu'est-ce qu'était le monde du B2B, qui est totalement différente, je dirais, des salons B2C. Et puis petit à petit, en 98, il y a eu des changements au sein de l'organisation et j'ai travaillé sur le premier salon de l'aménagement de la montagne. On était une équipe dédiée de 3 personnes et on faisait tout. Donc à l'époque, notre organisation, on allait de la stratégie à la communication, à la commercialisation, à la partie budgétaire, etc. Et sur la partie visiteur. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était un monde nouveau qui était différent de celui du SIG. J'ai tout de suite accroché avec le monde de la montagne puisque ce sont des gens authentiques, simples, très professionnels. Et voilà, c'était pour moi une famille très soudée. C'était un autre univers que le SIG. Donc en 99, on m'a demandé de m'occuper de l'organisation, la mise en place d'un nouveau service qui s'appelait administration client au sein d'Alpexpo. Et puis en 2000, je suis revenue sur les salons professionnels. Et en 2003, on m'a demandé de travailler sur l'organisation d'un nouveau salon qui était à la fois un salon, je dirais, grand public, mais avec des journées professionnelles. Et c'était le Salon européen de la construction bois qui avait en parallèle toute une partie sur l'artisanat, la découverte des métiers du bois, et de l'autre côté, un secteur qui montait, qui était celui de la construction des maisons bois. Donc, salon très intéressant à mettre en œuvre, sur lequel aussi je dirais, j'ai amené ma petite patte personnelle au fur et à mesure. Et puis, j'ai continué à travailler en parallèle sur le SAM, qui était le Salon de l'aménagement de la montagne, qui est devenu en 2014 donc Mountain Planet. Après un parcours de plusieurs années, je me suis aperçue, puisque au sein de l'équipe, on accueillait régulièrement quand même des alternants, je me suis aperçue que j'avais, je dirais, j'avais le savoir-faire, j'avais l'expérience du poste de chef de produit, puisque c'était mon appellation, mais j'avais pas le diplôme correspondant. Donc pour moi, j'ai essayé de rechercher vraiment comment finaliser ce que j'avais appris sur le terrain par un parcours vraiment académique avec un diplôme. Et à l'époque, on commençait seulement la validation des acquis professionnels et c'était très très compliqué, une vraie usine à gaz. Donc j'ai pris le parti de dire je vais passer du temps et je vais retourner sur les bancs de l'école. Donc sur les bancs de l'université, j'ai choisi de faire un parcours à l'IAE, à l'École supérieure des affaires, avec 3 années de formation en formation continue, une partie sur mon temps de travail, une partie sur mes week-ends,
pour effectuer une licence et une maîtrise de sciences de gestion, suivie d'un master ingénierie marketing. Et tout ça en formation continue, avec d'autres personnes qui venaient d'autres horizons, d'autres univers. Ça a été très enrichissant. Pour moi, le plus compliqué, c'était de me remettre dans un apprentissage académique, alors que j'avais, je dirais, la formation terrain. Mais ça a été un peu compliqué, mais avec de la bonne volonté, avec l'appui de ma famille, de mon entourage professionnel, etc., j'y suis arrivée. Et c'est pour moi une fierté, parce que retourner sur les bancs de l'école à plus de 35 ans, c'était presque 40, je trouve que c'était... fallait en vouloir. C'est très courageux parce que je connais bien les parcours scolaires hors cadre. J'ai un peu le même profil que toi. Et alors j'étais un peu plus jeune moi quand je l'ai fait, mais je devais avoir 30 ans, 25-30 ans aussi. Mais très franchement, ça demande du courage et quand je regarde ça en arrière, je me dis que je serais plus capable aujourd'hui. Franchement, je sais pas si c'est pareil, si toi, tu aurais encore le courage de repartir encore sur une formation. Je parle de vraie formation diplômante parce que on se forme en permanence, moi, sans arrêt. Je cherche à avoir des formations pour m'améliorer. Mais repartir sur un cursus comme ça, long, de plusieurs années, tu te sentirais encore d'y retourner? Pas sur un cursus long, mais sur des nouvelles technologies, je suis avide quand même d'évoluer au sein de mon travail. Par exemple, là, j'ai géré avec Armel les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que je ferai une petite formation plus approfondie. Voilà, mais des choses très courtes. Je repartirai pas sur 3 ans d'études parce que malgré tout, il faut gérer au quotidien sa vie professionnelle, donc son travail quotidien sur 4 jours au lieu de 5, sa vie personnelle parce qu'on avait beaucoup de travail en commun, de groupe et de travail personnel, donc ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Pour les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, Laurette, il faut quand même rappeler que tu as connu le fax. Et, Oui. et maintenant, tu travailles effectivement au quotidien sur les réseaux sociaux, avec tous les outils du web 3.0. Donc, c'est une évolution qui est absolument considérable dans ta carrière finalement. Tout à fait, on a connu le début des ordinateurs, du traitement de texte, des emails même. Donc on voit que la technologie, elle a beaucoup progressé. Et nous, au sein de nos organisations, on doit aussi se remettre en question en permanence, évoluer, parce qu'on doit être au top des technologies et des nouvelles orientations de nos métiers. Alors, je suis assez amusée parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais peur de décrocher ton téléphone en début de carrière. Et toute personne qui a mis le pied dans ton bureau sait que tu es suspendu au téléphone quasiment toute la journée maintenant. Donc, on voit que finalement, tu as réussi à conquérir cette peur. Pour revenir à ton quotidien professionnel, à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe entre chaque épisode finalement du Mountain Planet? Alors, dans un premier temps, je dirais, on pose la stratégie de l'événement pour la prochaine édition. Donc là, on vient de finir Mountain Planet. On se projette déjà sur 2024. On va déjà travailler sur la stratégie 2024 avec qu'est-ce qu'on aimerait faire. On va consulter nos partenaires, notre comité de pilotage. Et puis après, on va mettre tout ça en musique de façon opérationnelle. On va retravailler un budget aussi, voir quelles sont les orientations que nous donnerons au niveau de la communication, puisqu'on a 2 phases, une communication exposante dans un premier temps. Donc on a je dirais, on travaille à la fois avec les exposants et à la fois avec les visiteurs. Donc on doit passer de l'un à l'autre, mais avec des étapes et un calendrier prédéfini. On touche à tous les domaines d'activité, évidemment. Notre salon, c'est à la fois de la stratégie, du marketing,
de la promotion, de la communication, de la comptabilité, du suivi budgétaire, de l'analyse financière aussi. On a tout, et du commercial, beaucoup de commercial. Donc on a toutes ces facettes dans notre métier de chef de produit. Et justement, avec toutes ces missions qui sont très diverses et complémentaires, quelles sont celles qui te plaisent le plus et quelles sont celles qui représentent des gros challenges que tu dois relever? Alors, pour moi, je dirais, c'est un tout, on ne peut pas dissocier les uns des autres. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aime plus faire que d'autres. Le contact commercial est quelque chose que j'aime, la communication également. Mais on doit, sans être parfait, être sur tous ces challenges. Et pour moi aujourd'hui, je le dis souvent, si demain je devais changer d'entreprise, j'aurais du mal à trouver un poste qui me corresponde. Parce que je pourrais pas faire que du commercial, que de la communication, que de la stratégie, c'est pas possible. C'est vraiment, on a la chance de pouvoir toucher à plein de domaines et un poste mono activité pourrait pas me convenir. Ouais, c'est la diversité Oui. qui fait ton poste aussi riche. Et en termes de challenge, durant ta carrière, c'est quoi des gros challenges que tu as dû relever alors, en démarrage, effectivement, il y avait la question du téléphone. Donc voilà, t'es passé où? Ça, c'était il y a très longtemps. Mais maintenant, plus récemment, est-ce que tu as eu des gros challenges avec toute l'expérience que tu as? Alors, les challenges, on en a continuellement à chaque édition et ils sont différents. Un, c'est le challenge de toujours trouver des nouveaux clients dans des nouveaux secteurs, ce qui veut dire qu'il faut, nous, qu'on suive vraiment le marché, tant les exposants, ce qu'ils font au quotidien, rechercher des nouvelles cibles exposants en fonction des besoins de nos visiteurs. Donc sur 2022, on s'est attaché à suivre les éco-engagements de Domaine Skiable pour nous apporter des solutions sur le salon qui correspondaient aux attentes des stations, des élus de montagne, des territoires de montagne également. Voilà. Donc on a développé des nouveaux secteurs, plus ou moins faciles. Hein, je dirais, Montagne Planète est un salon de niche et vraiment des grandes sociétés n'ont pas forcément le salon en cœur de cible. Donc il faut aller les convaincre de venir sur le salon. On a toute une démarche commerciale différente que nous pouvons avoir avec des industries qui sont dans le secteur. Donc ça, c'est un challenge important à mettre en œuvre. On l'a bien vu, moi, cette année, on m'avait demandé de mettre en avant la montagne accessible et le handicap. Challenge pas facile à faire parce que ne connaissant pas forcément le secteur, c'était quand même compliqué à mettre en place. On l'a fait avec des partenaires, notamment avec Mission Handicap à la région, mais ça demande une documentation, ça demande de s'intéresser au sujet. Donc moi, ce que je dis souvent à mes alternants qui sont avec moi, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, soyez à 360 degrés, intéressez-vous à tout ce qui se dit dans la presse économique parce qu'il y a des choses qu'on peut reprendre sur nos salons. Voilà, il faut vraiment pas se mettre des œillères et vraiment être ouvert à toute forme d'information. Donc on parlait de veille de marché, on doit aussi suivre ce que font nos salons concurrents et puis également suivre le comportement des clients finaux de nos stations et territoires de montagne, parce qu'on a vu qu'avec la crise sanitaire, le regard sur la montagne a changé et que les personnes vont redécouvrir la montagne. Donc tout ça, il faut qu'on l'ait quand même, nous, bien en tête,
lorsqu'on travaille notre salon dans les composantes. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécue depuis que tu es en poste? Ah oui, on en a plusieurs, hein. Je pourrais écrire plusieurs tomes de livres s'il fallait le faire en BD ou en rédaction. Oui, il nous est arrivé plusieurs petits pépins. C'est-à-dire qu'un exposant de Montaigne Planète avait mal appréhendé son montage de stand et il est arrivé un jour avec un gros camion en dernière minute de montage et on s'est aperçu qu'il ne pouvait pas décharger son petit chalet qui était pour l'occasion des toilettes sèches, mais qui étaient assez volumineuses et qu'on n'a pas pu mettre sur son stand. Donc en dernière minute, il a fallu trouver une solution, bouger un peu des cloisons, essayer de lui trouver une place, ce que nous avons fait, et depuis cette place, il ne veut plus la quitter. Vraiment, c'était quelque chose vraiment d'angoissant parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va trouver une solution? On l'a trouvé. C'est déjà arrivé aussi que pour des moyens informatiques, ce qu'on avait sauvegardé sur notre plan a disparu. Il y a eu une coupure d'électricité, ça n'avait pas été sauvegardé et c'est arrivé que on vende le même stand à 2 personnes différentes. Et là, quand on s'en aperçoit, eh ben, c'est assez difficile en se disant, bon, comment je vais procéder? Lequel je vais appeler pour lui dire la mauvaise nouvelle? Et puis finalement, on arrive toujours à trouver des solutions et c'est ça aussi notre métier, c'est se dire, on va pas dire, bah, c'est pas possible. Non, on essaiera toujours de trouver une solution, quel que soit le problème et quelle que soit la problématique. Et on le fait au quotidien au niveau des équipes du parc. Qu'elles soient problèmes techniques, de stand, c'est arrivé cette année, on m'a demandé à 3 semaines de la manifestation de changer un stand pour des questions de concurrence. Il n'y a pas eu de problème, on a pu trouver toujours des solutions. Des fois, ça nous demande de devoir appeler 3 exposants pour leur dire qu'on va un peu bouger les lignes, qu'on va modifier le plan, mais tout ça se fait dans la bonne compréhension de tous et pour la satisfaction de tous. Sur l'ensemble de ton parcours, qui est assez vaste, est-ce que tu peux essayer de nous trouver, alors après les anecdotes, des moments, des missions, euh, je sais pas, des accomplissements, c'est-à-dire vraiment des étapes dans ta vie professionnelle où réellement ce sont des étapes où tu t'es sentie particulièrement fière et satisfaite d'avoir réussi? Oui, oui, oui. En 2017, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me déplacer à l'international, chose que je n'avais jamais faite à part notre salon concurrent en Autriche, Interalpine. J'ai eu la chance de pouvoir aller visiter 3 salons internationaux, un en Chine. Donc là, c'est totalement différent de notre modèle. On est allé aussi aux États-Unis voir une convention des domaines skiables américains. Donc c'est un autre format aussi de salon. Et puis en Russie, qui est totalement quelque chose de différent. Le seul salon que j'ai pas encore visité et regardé avec mon œil d'organisateur, c'est le salon au Chili. Je ne désespère pas d'y aller, mais c'est très enrichissant, pour voir comment dans les autres continents, ils organisent des rendez-vous à la fois où il y a des exposants et des visiteurs. En Chine, par exemple, ce n'est pas un salon professionnel. Vous avez le grand public qui vient, il se tient, il y a 2 salons professionnels aux côtés d'un salon grand public. C'est totalement différent de ce qu'on trouve en Europe. Mais c'est très enrichissant. Moi, ça m'a permis un peu de prendre confiance en moi à l'international, parce que j'avoue que je parle pas très 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 bien anglais et voilà, hein, c'est d'être lâché dans un pays qu'on ne connaît pas. Moi, je suis quelqu'un de pas casanier, mais qui a toujours pas peur de l'inconnu, mais un petit peu.
Et ça permet d'ouvrir ses ailes et de voir qu'on peut y arriver. Voilà, et ça permet de prendre encore plus confiance en soi. Dans ta carrière, quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De rester tel que je suis, de jamais me prendre la grosse tête, de rester, je dirais, disponible pour mes clients, d'être peut-être des fois un peu moins bavarde, parce que maintenant c'est le paradoxe. Voilà, c'est vrai que ça peut être quelque chose. J'aime bien discuter avec les gens professionnellement. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres aussi. Et puis pour comprendre notre métier, il faut déjà comprendre celui de nos clients, nos visiteurs également. Alors, sur l'industrie de l'outdoor, c'est donc une industrie qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Tu es à un sacré poste d'observation, en tout cas. Est-ce que tu peux nous faire part un peu de tes, soit d'un rapport d'étonnement, soit de nous spécifier les évolutions que tu as, qui t'ont le plus marqué sur l'ensemble de de ces 10 ou 15 dernières années? Alors, quand je suis arrivée à Alpexpo, le salon de l'aménagement de la montagne, il y avait 3 volets en fait. Il y avait une partie très industrie neige, avec à côté de ça tout le volet agricole, pastoralisme, avec les animaux de montagne, et un concours de miel et fromage reconnu au niveau européen. Et puis le salon a évolué vraiment sur une industrie neige au départ. Et au fil des années, on voit que, je dirais depuis 2014, le salon a évolué et a commencé à accueillir les activités, plutôt une diversification de l'offre sur la partie tourisme 4 saisons, qui n'était pas évidente, parce que je sais qu'on a essayé, nous, à l'époque, de la travailler 2014-2016, c'était pas rentré dans les mœurs. On voit que sur l'édition 2018, on a commencé à le faire. Et 2022, puisque 2020, pour cause sanitaire, le salon a été reporté, on voit vraiment, véritablement maintenant des exposants venir sur la partie été. Diversification avec des aménagements plutôt urbains. Et on voit aussi que on n'est plus tellement aussi tourné tout ski. Le salon aussi se construit autour de la Smart Station, le Smart Resort. En fait, c'est une mini-ville, et dans cette ville, on a aussi des problématiques de gestion de déchets, d'éclairage, de transition énergétique, d'éco-bâtiment. Tous ces nouveaux secteurs, on a essayé de les travailler. On a amorcé, je dirais, l'envie de les faire grandir sur la prochaine édition. Puis, je pense qu'on fera aussi beaucoup plus part à la protection de l'environnement, à la partie biodiversité en montagne. On n'a pas pu le faire pour des questions timing et de ressources humaines, mais on voit bien qu'il y a vraiment une demande. Aussi, on n'a pas travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire en montagne. On peut y travailler aussi, on peut y vivre, on peut y travailler. Et tout ça va être de toute façon être amené à être développé sur les prochaines éditions, parce que voilà, c'est un territoire à part entière où il fait bon de vivre. Et moi, ce que j'espère bien, c'est que sur les prochaines années, on verra la montagne autrement que sur une partie touristique, que voilà, c'est un territoire à part entière où les habitants ont aussi leur mot à dire. Il y a le tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme. Ouais, cette année, on a eu aussi un village entier dédié à l'inclusivité, Oui. avec des entreprises spécialisées dans l'approche
des handicaps dans toute leur diversité d'ailleurs, et c'était vraiment une preuve supplémentaire, si l'on fallait, que le salon montre bien la montagne dans toute sa polyvalence et sa pluralité. Oui. Je voudrais quand même rassurer les gourmands. Certes, il n'y a plus le concours miel et fromage, mais on en trouve encore dans les allées du salon, puisqu'il y a quand même beaucoup d'exposants qui emmènent leur spécialité locale. Et du coup, ça fait des dégustations assez sympas. Hein. Oui, tout à fait. Je dirais que pour les visiteurs qui ne viennent pas de nos régions, c'est un plus, hein. Nous, on l'a vu, nos délégations internationales, nos top acheteurs ont été surpris de la dimension du salon, parce que de leur lorgnette au fin fond de leur pays, ils ne se rendent pas compte de l'importance du salon, qui est sur plus de 50 000 mètres carrés, hein. C'est d'un seul tenant, donc c'est vraiment, on a une vision complète de l'industrie de la montagne, et on retrouve tous les savoir-faire et solutions, qu'elles soient françaises ou internationales. Donc on a vraiment cette dimension internationale, et on a vraiment tous les savoir-faire. Ça, c'est important, et dans les retours que nous avons eus de nos clients internationaux, ils étaient très satisfaits de pouvoir avoir des réponses à l'ensemble de leurs questions, ne serait-ce que pour ceux qui veulent, construire des nouvelles stations, améliorer ou diversifier leur offre. Je pense que tout le monde a trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, ou répondre aux interrogations qu'ils se posaient. Donc c'est aussi le b.a.-ba d'un salon. Nous, on est là aussi pour mettre en lien les exposants et les visiteurs. On est un petit peu, je dirais, un lieu de rencontre, d'échange, de prospective aussi. Du coup, avec comme on l'a dit, ce poste d'observation unique, comment tu vois l'avenir de la montagne, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne dans les, on va dire, 10 prochaines années? Je me suis pas trop posé la question, parce que je sais que de toute façon, elle aura la capacité à réagir par rapport au changement climatique, et c'est pas d'aujourd'hui. Les gens qui vivent en montagne la préservent, et c'est leur, je dirais, c'est leur lieu de vie, donc ils savent totalement, je pense, faire ce qu'il faut. Maintenant, la problématique, je pense, ça sera de voir comment on peut accueillir autant de touristes sur ces beaux paysages, sans que ça dénature totalement le cadre de vie. Il faudra, je pense aussi, trouver le bon équilibre. Donc ça sera peut-être les problèmes, les prochaines problématiques qu'on devra traiter sur le salon. Mais pour ma part, je vis moi-même en moyenne montagne, et on a envie de la préserver. On a aussi envie d'avoir sur place l'ensemble des services, hein, que la ville peut nous proposer. Mais tout ça doit se faire dans un amalgame, et dans une unité où chacun trouve sa place, et où chaque domaine soit vraiment... il n'y ait pas de démesure ou de manque. Merci beaucoup Laurette Bonzi d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. De simple stagiaire à responsable du plus gros salon au monde en matière d'aménagement en montagne, c'est le plaisir d'avoir des tâches variées et des gros challenges qui motivent à se dépasser, mais aussi le fait d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles pour développer ses compétences et ses connaissances en permanence.
Le deuxième point clé, c'est de jamais prendre la grosse tête et d'être disponible, de toujours rester comme on est. Ce sont ça les véritables clés du succès de la carrière professionnelle de Laurette. Et enfin, le troisième point clé, c'est que les montagnards ont bien compris qu'il faut préserver leur lieu de vie. La question reste de savoir comment trouver le bon équilibre pour pouvoir le faire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire, vous abonner évidemment à votre plateforme de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.